Bienvenue à Manhwa Recap. Révélation à venir, attention, et prenez soin de vous. Le manhwa commence par nous montrer un ciel nocturne, avec quelqu'un qui parle des sens d'un assassin. Nous voyons un homme à qui l'on dit de faire du bon travail, et qui s'appelle Lan. Il lève les yeux et dit merci à un homme nommé Sir Derut. Lan dit que ses sens lui indiquent qu'il sera tué par Derut Robert ce soir. Derut lui dit qu'il s'est bien acquitté de ses tâches et que c'est grâce à ses efforts que la famille s'est agrandie rapidement. Lan dit qu'il ne fait que ce qu'il doit faire. Derut lui demande s'il pense avoir besoin de liberté. Lan lui répond que les ombres sont censées suivre les ordres, et qu'il n'a pas ses propres pensées ou sentiments. Derut dit que s'il savait tout cela, pourquoi a-t-il agi à nouveau de son propre chef, puis demande comment il a annulé son lavage de cerveau. Lan commence à transpirer nerveusement, se demandant comment il s'en est rendu compte. Nous apprenons que le lavage de cerveau est une méthode utilisée par la famille Robert pour contrôler ses assassins, également appelés ombres. Ils kidnappent ou achètent des enfants, puis les font travailler comme assassins exerçant toutes sortes d'actions maléfiques, les transformant essentiellement en chiens loyaux. Lan a également subi un lavage de cerveau, mais, par coïncidence, il a pu se libérer. Il demande à Derut comment il a découvert, ce à quoi il répond que tous les assassins ont 2 colliers, que l'un d'eux est un lavage de cerveau, puis il claque des doigts en disant que celui-ci est le deuxième. Lan se met à cracher du sang, sa poitrine se serre, il hurle de douleur et s'écroule sur le sol. Il se serre la poitrine en disant qu'il a l'impression que son cœur est scié en 2. Derut sourit et lui dit que cela s'appelle un ver de rage et que c'est un insecte à l'intérieur de son corps qui mange son cœur. Lan demande si le lavage de cerveau n'était pas suffisant, disant qu'il a agi de façon si juste, mais que c'était séant. Derut répond que cela s'appelle être minutieux, et qu'il y a un proverbe qui dit que tout le monde porte un masque, et que le sien est plus épais que celui des autres. Lan prononce son nom avec colère et explique qu'il ne se souvient pas beaucoup de son passé, puisqu'il a été élevé comme un chien de chasse loyal, et qu'en tant que chef des assassins, il a vécu sans esprit ni émotion, mais il a appris une technique appelée anneau de feu, ou ADF en abrégé. Cette technique, qui appartenait il y a longtemps au plus grand épéiste du continent, lui a permis d'échapper au lavage de cerveau. Lan dit qu'il pensait qu'il pourrait enfin atteindre la liberté, et il a commencé à avoir des espoirs. Alors pourquoi rencontre-t-il la mort au lieu de la liberté? Il se demande quel type de péché il a commis pour avoir une mort aussi insignifiante. Il serre les dents et hurle que ça ne peut pas finir comme ça. Il se lève en disant que s'il doit mourir ici, il prendra au moins son bras. Ou du moins le blesser. Il hurle qu'il ne mourra pas de façon aussi pathétique, puis s'élance vers Derut. Nous voyons une entaille dans les yeux de Lan, puis sa tête s'envole loin de son corps. Il tombe sur le sol et Derut fixe son corps sans vie, pensant qu'il a tout empêché. Il dit que cela fait un moment, se demandant à quand remonte sa dernière blessure, il dit qu'au moins Lan sera mort pour toujours. Il demande à ses hommes de se débarrasser du corps et s'en va. Lan dit que Derut est l'artiste martial le plus fort du continent, qu'il est donc évident qu'il ne peut pas gagner contre lui et qu'il ne peut rien y faire. Il dit rapidement qu'il peut y faire quelque chose, et qu'il est contrarié d'avoir dû vivre comme ça, d'avoir été humilié et manipulé toute sa vie. Il est contrarié de ne pas avoir complimenté le ADF. Il se fiche de savoir si c'est Dieu ou le diable, que quelqu'un réponde s'il vous plaît. Il a besoin de se venger quoi qu'il arrive, on voit que son collier commence à briller en bleu. Une fenêtre apparaît, disant qu'il a été choisi par rage, et qu'il va posséder son corps, mais il obtient alors une erreur car il est mort, et ses yeux se ferment. Il les ouvre pour voir un papillon dans un champ, et nous voyons une femme qui dit « Sonny, regarde ici », alors qu'elle tient un jouet. Il dit « Maman », et elle lui demande ce qu'il y a, puis il tend les mains vers l'extérieur. Elle commence à dire qu'il est si mignon, et il dit qu'il ne peut pas s'y habituer, et la femme qui le câline s'appelle Sylvia. Et bien que ce soit difficile à croire, elle le prend dans ses bras et lui dit de dire « Maman », il a été réincarné en tant que l'enfant de cette femme. Avec tous ses souvenirs d'assassin, il a d'abord cru qu'il rêvait. Sa mère le prend dans ses bras et lui dit qu'il fait beau aujourd'hui et qu'elle espère que le patriarche sera bientôt de retour. Il pourra alors lui donner un beau nom. Il dit qu'il est logique qu'elle ne puisse pas l'appeler Sonny pour toujours. Lan commence à expliquer qu'il n'a pas compris grand-chose après s'être réincarné, mais il comprend qu'il est dans une maison riche ou une famille renommée. Il pense qu'il est préférable de renaître dans une famille puissante plutôt que dans une famille normale, mais il doit toujours se venger. La rage et le désir de vengeance sont toujours présents dans son esprit, mais il doit rester patient. Comme il n'a pas quitté la pièce, il ne sait pas où il se trouve, où la position de sa famille est plus importante. Sans parler de la situation dans laquelle il se trouve. Il n'a pas non plus été en mesure de terminer le ADF, il doit donc rester patient. Bien qu'il ait été le meilleur assassin de l'histoire de la famille Robert, il doit être meilleur qu'il ne l'était auparavant. Il dit qu'en se basant sur le manoir de la famille, c'est bien plus qu'une famille renommée. La porte s'ouvre en claquant et une servante annonce à Sylvia que le patriarche arrive. Sylvia est surprise et dit qu'elle doit se préparer, mais la servante lui dit qu'il est trop tard. Elle commence à s'inquiéter, puis la porte s'ouvre et une aura pressante pénètre dans la pièce. Lan se demande ce qu'est cette tension, puis nous voyons l'homme entrer dans la pièce.
On voit qu'il a des cheveux blonds et une cape rouge, mais Lan le reconnaît. Sylvia l'appelle. Il lui demande si c'est bien l'enfant. Lan dit que son aura glaciale, ses yeux en forme de flamme, il doit être le zénith du continent. Le roi de l'annihilation, Glenn Ziegard. Il dit qu'il semble renaître dans la famille la plus puissante du continent. Sylvia demande à son père s'il veut le prendre dans ses bras, puis par une sorte d'ironie du sort, il lui donne le nom de Lan qui signifie ombre. C'est sa deuxième vie et il porte maintenant le même nom. La nuit tombe et Lan se demande si tout le monde dort maintenant. Après la suffocation qu'il a ressentie, il a enfin eu une chance. Il dit qu'il dormait tout le temps et que lorsqu'il se réveillait, Sylvia était avec lui. Il n'a donc pas pu utiliser le mana ou quoi que ce soit d'autre, mais maintenant, il peut dormir seul. Il s'assied et soupire, puis commence à cultiver son ADF. Il explique que la méthode d'entraînement normale du continent utilise la respiration, et que vous absorbez le mana de la nature et rassemblez l'aura dans votre noyau d'énergie. Cependant, elle a point des points et fait comme lorsqu'un mage crée un cercle de mana autour de son cœur, lui permettant de croître dans toutes les statistiques, ce qui est en fait la meilleure technique d'entraînement, du moins pour devenir un artiste martial. Il y a certains avantages que même Derut ne connaît pas, et puisqu'il lui permet d'entraîner son mental aussi, s'il peut s'approprier les talents d'épéiste du Ziegard, la vengeance de Dirt ne sera plus un rêve. Se venger de Dirt ne sera plus un rêve. Il dit qu'il ne sait pas si c'est à cause de son physique, mais le circuit de mana de son corps est rempli d'énergie glacée. Il détecte également que 9 endroits sont bloqués, à ce rythme, il va mourir à cause de ces blocages. Il doit donc la briser en utilisant le ADF, mais jeter l'énergie froide au loin est un gâchis. S'il peut la fusionner avec son flux, il peut obtenir quelque chose de spécial. Il ouvre les yeux et s'aperçoit qu'il s'est endormi en cultivant, il lutte pour rester éveillé puis s'endort à nouveau. On voit son grand-père s'approcher de son lit, puis poser sa main sur lui. Le lendemain, Lan est dans le couloir. Sa mère l'appelle, l'encourageant à ramper un peu plus. Lan commence à se plaindre de devoir agir comme un bébé, disant que cela lui donne envie de mourir. Elle lui demande ce qu'il ne peut pas faire, disant qu'il est un si bon garçon. Elle entend une voix d'homme l'appeler et elle est heureuse de le voir. Elle l'appelle monsieur, puis le remplace par saint. Il sourit en lui disant de l'appeler simplement monsieur. Lan le considère comme le saint des chiffons, un homme qui a atteint le bout du monde grâce à sa puissance, ses techniques et ses compétences. Bien qu'il soit le médecin le plus célèbre qui soit, il n'est jamais là à cause de sa soif d'errance. Il dit qu'il a entendu dire qu'elle avait un bébé, alors il s'est arrêté, puis il demande si Lan est son enfant. Je pense que ça est une exagération. Il prend Lan, dit qu'il est complètement différent de Glenn, puis lui demande son nom. Elle le lui dit, et il dit qu'elle ne l'a sûrement pas appelé ainsi parce que cela signifie ombre, n'est-ce pas? Elle lui répond qu'ils l'ont fait, puis il lui demande à quoi pense Glenn. Lan dit que puisqu'ils sont décontractés l'un envers l'autre, cela signifie que les rumeurs selon lesquelles Glenn et lui étaient les meilleurs amis étaient vraies. Rag, son nouveau nom. Il dit qu'il va jeter un coup d'œil à Lan. Il pose sa main sur lui et commence à l'analyser. Sylvia lui demande s'il y a un problème et il lui répond que Lan a la malédiction du froid glacial. Son mana est donc bloqué par l'énergie de la glace, et avant que cela ne devienne difficile, il faut le soigner souvent pour qu'il ne meure pas. Il faut le soigner souvent pour qu'il ne meure pas, sinon il mourra. Elle dit qu'il ment. Il lui dit qu'il va faire une ordonnance. La femme de chambre entre rapidement en disant que le patriarche le cherche. Il dit qu'il s'y rendra après sa conversation. Elle dit qu'il a dit qu'il aimerait le rencontrer maintenant. Rag soupire, disant que ce type n'arrive pas à trouver le bon moment, et s'en va à contre-séure. Lan dit qu'il comprend enfin le froid maintenant, mais que le fait de savoir ne change rien. Puisqu'il n'a qu'à mouler son ADF. Sa mère se met à pleurer et il est surpris. Elle dit que c'est un mensonge tout en pleurant, elle dit qu'elle ne peut pas finir comme ça, et qu'il est impossible qu'il meure. Comme elle est prête à tout pour qu'il aille mieux, elle dit qu'il ne peut pas mourir. Lan se demande ce qu'est cette émotion et dit que son cœur fait mal et que c'est douloureux. Il dit qu'il ne veut pas voir ça, et il pose sa main sur sa joue en lui disant de ne pas pleurer. Elle s'arrête, et il parle un anglais parfait. Puis il dit « Maman ». On voit le patriarche parler à Rag, qui fait irruption dans la pièce, et la servante tente de l'arrêter. Elle est à bout de souffle et Glenn lui demande pourquoi elle est si impolie et a un comportement si disgracieux. Elle se met à quatre pattes et le supplie de sauver Lan. Elle dit qu'il doit être conscient de l'état de Lan, et qu'il est tout pour elle, alors s'il vous plaît, sauvez-le. Glenn dit que Lan montre à quel point il est difficile de vivre en tant qu'artiste martial, alors pourquoi aiderait-il quelqu'un qui ne peut pas contribuer à la famille? Elle dit que c'est toujours son petit-fils, il dit que c'est le petit-fils qu'elle a ramené après avoir laissé sa famille derrière elle, et tout ce qu'il peut faire est de lui donner le nom de Ziegard, elle devrait être reconnaissante qu'il en fasse autant. Elle le supplie à nouveau, et il crie pour qu'on l'emmène. Elle continue de le supplier de sauver Lan et crie tandis qu'il la traîne dehors. Rag regarde et soupire en le traitant de têtu. Il lui demande s'il est difficile d'être honnête et pourquoi il fait cela alors qu'il l'a appelé pour voir son petit-fils. Il lui dit de se taire et de lui donner les détails.
Rag lui fait un résumé de la situation. Il lui dit que grâce à Glenn qui a chassé une partie de l'air froid, il ira mieux pendant un moment, mais qu'il est presque impossible que son petit-fils devienne un expert en arts martiaux. Glenn dit qu'il est prêt à tout tant qu'il vit. Rag lui demande pourquoi il l'a appelé lent. Glenn éloigne la tasse de ses lèvres, disant que ce nom ne signifie pas seulement ombre, et il regarde dans le thé en disant qu'il y a 1000 ans, ce nom avait une autre signification. Plus tard, on voit Sylvia donner à Lan des médicaments tirés de ses chiffons, mais ils empestent. Il l'appelle et semble heureux. Elle est heureuse qu'il l'endure, et même la femme de chambre s'en réjouit. Sylvia le serre contre elle, Lan dit que même si c'est amer, c'est la médecine du feu dont il a le plus besoin en ce moment. L'air chaud chasse l'air froid de ses circuits. Le film se déroule encore plus tard, 2 années entières après qu'il ait commencé à s'entraîner et à prendre des médicaments. Nous voyons qu'il a obtenu une bague au ADF, puis que 2 autres années se sont écoulées. Il explique comment se déroulent ses journées, il joue avec Sylvia et Hélène le matin, puis s'entraîne vers minuit et à l'heure de la sieste. Après un peu plus de temps, Lan a maintenant 5 ans. Nous constatons que la fenêtre d'état est de retour, ce qui explique comment il a atteint le 2e ADF. Lan sourit en disant qu'il a enfin réussi, tout en regardant la fenêtre. Il dit que ses sens du mana sont devenus plus sensibles. Il se demande si c'est à cause de la fenêtre. Il entend alors Hélène parler, elle lui demande si elle peut avoir son linge. Il la regarde ensuite fouiller dans ses vêtements et se rend compte qu'elle ne peut pas voir la fenêtre d'état. Il explique qu'elle a commencé à apparaître depuis qu'il a obtenu la ADF une étoile. Il dit qu'il s'est d'abord demandé ce que c'était, mais que c'est un système confortable qui lui permet d'évaluer ses statistiques actuelles. Et à en juger par la réaction d'Hélène, il est le seul à le voir. Il dit que même s'il a atteint 2 étoiles, son endurance est encore faible et la malédiction du froid amer demeure. Il dit que s'il n'y avait pas les médicaments, sa progression serait difficile. Au cours des 5 dernières années, tous les membres de l'annexe ont veillé à ce qu'il soit à l'aise, et chaque fois qu'il se blesse, ils se sont occupés de lui comme s'il s'agissait d'un prince. Il soupire en disant qu'il n'a que 5 ans et qu'il a encore beaucoup de temps devant lui. Il n'a donc pas besoin de se précipiter. La malédiction du froid glacial et la faible endurance sont 2 problèmes qui expliquent pourquoi il se fatigue dès qu'il bouge. Mais dans sa vie passée, il était le plus grand assassin, et depuis qu'il a la pointe des points F, ses faiblesses auront disparu. Surtout après avoir appris le maniement de l'épée de Zyegard, il peut couper le cou de Derut. Mais en raison de la force de Derut, il doit y aller doucement et saisir l'occasion lorsqu'elle se présente. Sylvia entre dans la pièce et lui dit qu'ils doivent aller quelque part aujourd'hui. Alors changez-vous et préparez-vous à vous rendre au bâtiment principal. Pour une raison ou une autre, l'auteur décide que c'est le bon moment pour expliquer que le continent est dirigé par 6 empereurs et 5 démons. Parmi eux, la famille Zyegard appartient aux 6 empereurs. Les empereurs représentent la bonne influence, tandis que les démons menacent la paix. Il existe également plusieurs pouvoirs en dehors d'eux, et ils organisent une cérémonie de jugement pour déterminer si les pouvoirs sont bons ou mauvais. Aujourd'hui, c'est le jour du jugement de Zyegard. Alors qu'il entre, nous voyons que beaucoup de gens y assistent aujourd'hui, et qu'ils discutent de tous ceux qui participent à la cérémonie. Quelqu'un mentionne Sylvia et la traite de paria. Elle entre dans la salle et tout le monde la regarde avec dédain. Ils se rendent compte que Lan est son enfant et s'attendent à ce qu'il échoue. Puisqu'ils font tomber la norme. Lan dit qu'il n'aime pas la façon dont il traite sa mère, et quand il les entend la traiter d'effrontée. Cela le met en colère. Elle lui dit que ce n'est pas grave et qu'il suffit de la regarder, mais il ne dit rien. Le patriarche commence à entrer dans la pièce et Lan dit que cela fait longtemps. Glenn prend un siège et nous le voyons regarder vers le bas, et il dit qu'il semble que tout le monde soit ici. Lan dit que c'est l'épée du jugement, et Glenn dit qu'il est temps que la cérémonie commence. Lan explique que si l'on pose la main sur la pierre, l'épée détermine la capacité de mana. Un type dit qu'ils vont commencer par Buran Zyegard, et l'enfant dit ici. Pendant qu'il fait son examen, Lan explique comment la capacité de mana d'un enfant reste stagnante après 4 ans. Et la cérémonie qui détermine leur capacité de mana se déroule ici même, lors de la cérémonie de jugement. Nous voyons que Buran obtient du vent, et les gens sont enthousiastes. Glenn lui dit que c'est un bon attribut pour un épéiste. Puis nous voyons que la suivante est une fille nommée Runance Lion. Lan dit qu'il comprend maintenant que plus le mana monte, plus il est pur, et que l'attribut mana est représenté par la pointe de l'épée. Et c'est ainsi qu'il détermine le talent. Il fait également remarquer que les gens ici accordent autant d'importance au talent qu'à leur vie. Il dit qu'il n'obtiendra probablement pas de bons résultats, même avec un ADF 2 étoiles, il a encore beaucoup d'air froid à l'intérieur de ses circuits. Mais les résultats n'ont pas d'importance, ils appellent finalement la dernière personne, et la salle est remplie de dégoût, car il s'avère qu'il s'agit de Lan. Sylvia lui dit de partir, il lui dit d'accord. Puis il se dit qu'il n'a pas beaucoup d'attentes, qu'il doit juste trouver l'attribut de mana qui convient à son corps. Elle lui dit de faire ce que les autres enfants ont fait, il lui dit qu'il l'a. Puis il soupire, touche l'épée et la voit s'illuminer en orange. Il se demande ce qu'est cette lumière qu'il voit,
puis sa vision commence à se transformer en une scène d'un dessin d'enfant de Pokémon, avec un homme debout devant eux. L'un d'entre eux s'approche de l'homme, alors que Lan est juste derrière l'homme, il se demande qui il est. L'homme pointe son épée vers le ciel, alors que la même aura que nous avons vue il y a une seconde l'enveloppe, mais nous ne pouvons pas voir son visage. Il bascule alors vers le bas, tuant les monstres devant lui, créant une explosion massive. Lan ouvre alors les yeux et est surpris. Personne d'autre n'a vu ce qu'il a vu, mais il se moque du peu d'aptitude de Lan, et Glenn a l'air déçu. Sa mère le réconforte en lui disant qu'il s'est bien débrouillé, tandis que le reste de la salle continue de l'enflammer en lui disant qu'au moins il a du cran, mais qu'il n'a hérité que de cheveux blonds et de yeux rouges. Glenn leur demande d'arrêter de japper, car il y a trop de bruit ici. Puis il leur ordonne de partir, car la cérémonie est terminée. Les étrangers gardent le sourire, et tout le monde s'en va, sauf Glenn et Alfred. Glenn dit qu'il pense qu'il n'y a rien à faire, alors qu'il ne s'attendait pas à ce que l'on soit vraiment tout ce qu'il y a à faire. L'épée commence à dégager la même aura qu'avant le flashback de Lan, et Glenn est surpris de voir l'épée se charger de cette aura. Glenn reste choqué, puis dit qu'il est doré comme le soleil, et se souvient d'un livre mentionnant que le premier patriarche de Zygarde avait montré un feu transcendantal, qui pouvait même faire fondre les flammes du royaume des démons. Le mana doré et les flammes, qui ne se sont produits qu'une seule fois dans l'histoire de la famille. Le mana brille comme le soleil, et on l'appelle flamme d'or. Glenn se demande ce qui se passe. De retour au point de vue de Lan, nous constatons que ses traits ne sont toujours pas débloqués, et il décide qu'il est temps d'aller chercher 3 étoiles, sur son ADF. Nous apprenons que 7 ans se sont déjà écoulés depuis la première cérémonie du jugement. Il a donc maintenant 12 ans. Pour une certaine raison, le groupe de Scanlator indique 21 ans, les mathématiques n'étant pas leur fort. Il est maintenant en mesure d'atteindre le seuil de la 3e étape, et il aurait pu progresser plus rapidement s'il avait pu faire quelque chose contre le froid. Sa tolérance à l'eau est également passée à 2 étoiles, et le froid a donc disparu. On entend sa mère qui lui demande ce qu'il fait ici et lui dit qu'il doit se préparer avant qu'il ne soit en retard. C'est maintenant l'heure de la 2e cérémonie de jugement. Il devra donc revoir ces salauds agaçants. On passe à la fin de la cérémonie. Lan dit qu'elle s'est terminée beaucoup plus tôt que prévu, puis Glenn prononce son nom, disant qu'il est sûr qu'il a reçu l'ordre de suivre l'entraînement de base, alors pourquoi n'a-t-il pas répondu pendant un mois entier? Lan ne comprend pas de quoi il parle, et Sylvia crie qu'il est différent des autres enfants, car il a trop d'énergie froide pour supporter l'entraînement. Glenn dit que c'est leur terre, qu'il n'y a pas d'exception pour quelqu'un qui porte le nom de Zygarde. Elle les supplie de lui laisser un peu de temps, et il lui demande si elle quittera à nouveau la famille avec cet enfant. Elle commence à s'inquiéter lorsqu'il lui dit qu'elle doit vivre en tant que Zygarde et que si elle ne le veut pas, elle doit partir. Tout le monde se met à rire en disant qu'il serait intéressant de la voir s'enfuir à nouveau, mais qu'elle ne peut pas voir ses circuits de mana détruits une seconde fois, puis il se moque en la traitant de pathétique. Lan dit qu'il comprend pourquoi il traite mal sa mère, car elle a déjà quitté la famille, elle a des traces d'apprentissage des arts martiaux, mais n'a plus d'aura depuis qu'elle a brisé son noyau d'énergie et ses circuits de mana. Elle a quitté la famille pour épouser son père, mais celui-ci est mort pendant sa grossesse, ce qui ne lui a pas laissé d'autre choix que de revenir. Il est évident qu'une personne de la lignée directe qui est partie et est revenue en rampant serait maltraitée. Mais c'est justement ce que pensent les autres, puisqu'il est maintenant son fils, il ne la regardera pas se faire traiter de la sorte. Elle lui demande ce qu'il fait alors qu'il s'approche de l'épée, disant qu'elle va s'en occuper. Il lui dit que tout va bien et que, comme Glenn l'a ordonné, il commencera à s'entraîner le mois prochain. Le maître courant de la salle d'arts martiaux lui demande s'il ne savait vraiment pas, et lui répond qu'il ne peut pas supporter cette situation et qu'il n'a qu'à abandonner. Lan répond que ce n'est pas grave, qu'il doit être à la hauteur du nom de la famille et qu'il suivra donc l'entraînement. Glenn émet une aura, lui demandant s'il comprend le poids des mots qu'il vient de prononcer. L'aura passe à côté de Lan, qui se met à saigner et dit qu'il a l'impression d'être écrasé. Il se rend alors compte que Glenn est beaucoup plus fort que Robert et qu'il mérite le nom de roi de l'anéantissement. Sylvia dit qu'il est encore jeune, qu'il ne sait pas ce qu'il a dit, le maître de la salle d'arts martiaux est d'accord et lui dit de se calmer. Glenn leur dit qu'il est en train de parler, ce qui effraie Sylvia et le moniteur. Elle s'empresse d'attraper Lan en lui disant qu'elle est désolée, mais qu'il n'est pas en état de s'entraîner, alors s'il vous plaît, arrêtez avec l'aura. Lan a l'air peiné et mentionne pour la 8e fois qu'il a vécu en tant qu'assassin et qu'il a toujours été plus proche de la mort que de la vie. Mais il refuse que ce soit encore le cas, car il ne se cachera plus dans les ténèbres et ne vivra plus sous les traits de l'assassin Lan. Il serre les dents, dit qu'il ramènera sa mère à sa position initiale et s'avance. Il dit qu'il ne connaît pas le poids de ces mots, puisqu'il a été élevé dans un bâtiment séparé, qu'il ne sait pas à quel point leur famille est puissante, et qu'il aimerait apprendre par l'entraînement. Et il protégera Sylvia, ainsi que les sourires et la joie de ceux qui les entourent. Glenn demande s'il dit qu'il jugera les normes de Zygarde par l'entraînement,
Lan répond que c'est le seul choix qu'il a. Glenn dit qu'il s'assurera que l'instructeur se prépare en conséquence, afin qu'il ne soit pas déçu. Lan tombe alors à la renverse, disant qu'il était le meilleur assassin, mais qu'avec son potentiel actuel, il va leur montrer à tous à quel point il va devenir fort. On voit des enfants s'entraîner, puis on nous présente l'autre maître de la salle d'arts martiaux, Caron Ziegard. Il dit que Lan n'était pas censé être trop faible pour bouger correctement, et que quelqu'un d'autre lui dit que oui, et qu'une servante a entendu les conversations entre Rag et le patriarche. Il souffre donc bel et bien d'une maladie. Caron dit que le corps de Lan était dans un état anormal aussi bien aujourd'hui que toutes les fois où il l'a vu, alors comment a-t-il pu supporter l'aura de son père? Il se dit qu'en y réfléchissant, Sylvia était plus douée que n'importe qui d'autre, alors placez une femme de ménage dans leur immeuble, et faites-le rapidement, et demandez-lui de rapporter tout ce qu'elle peut trouver. Nous voyons la 5e salle, Glenn la traverse et tout le monde s'incline devant lui, sauf un elfe aux cheveux roux. Glenn lui dit d'arrêter de faire semblant de dormir, et de se lever les murs. Il dit qu'il est étonnant qu'il soit la seule personne sur laquelle ces techniques de sommeil ne fonctionnent pas. Glenn confirme que tout le monde travaille, sauf lui, l'instructeur en chef. Lémur dit qu'ils ne font que suivre ses ordres, qu'ils travaillent avec sa tête, tandis qu'ils travaillent avec leur corps. Glenn dit qu'il ne mûrit pas, même après 50 ans. Lémur dit que les gens ne changent pas facilement. Il lui demande alors s'il est là à cause de son plus jeune petit-fils, puis lui dit que Sylvia est aussi venue le voir, mais qu'elle ne s'attendait pas à ce que Glenn vienne aussi. Elle a demandé à Lémur de veiller à ce qu'il ne soit pas blessé. Si Glenn est venu faire la même demande, il perd son temps, car il ne fera aucune exception, même s'il est le plus jeune. Glenn dit d'accord et de ne pas diminuer l'intensité de l'entraînement. Car il ne veut pas de faible. Lémur reconnaît quelque chose, puis s'arrête, et se met à jouer les étourdis, disant qu'il doit vraiment aimer son petit-fils, et d'autres choses encore. Glenn dit que s'il n'était pas son ami, il serait mis à terre alors qu'il est. Il demande à Lémur de ne pas se laisser faire et d'écarter tous ceux qui ne sont pas dignes de lui, de façon à ce que seuls les plus méritants puissent recevoir sa formation. Lémur dit qu'il fera ce qu'il veut, puis Glenn prend congé. Lémur pense à Lan et se demande à quoi il ressemble. La fenêtre de son statut indique qu'il a atteint la 3e ADF, ce qui fait de lui un 3 étoiles et réduit sa malédiction du froid glacial. Lan dit qu'il se sent vraiment différent, que sa sensibilité a augmenté et qu'il a l'esprit plus clair qu'avant. Nous voyons sa mère le réconforter après l'entraînement, ce qui l'aide à apprendre ses limites, et sa fenêtre de statut l'aide à accélérer sa croissance. Mais ce n'est que le début, car leur entraînement est tristement célèbre pour sa difficulté, et le fait d'être un 3 étoiles n'est que la première étape. Il a besoin d'une bonne base pour pouvoir bien avancer. Et pour qu'il excelle plus que quiconque, afin que ceux qui se moquent de lui se taisent, alors après cela, il faudra frapper l'épée céleste Saint de Ruth. Sa mère entre dans la pièce et s'étonne qu'il soit encore debout. Il lui demande ce qu'elle fait ici si tard et elle lui répond qu'elle voulait lui parler avant qu'il ne parte, puisqu'il se rend à la salle d'entraînement. Puis elle demande s'il doit partir, disant qu'elle veut l'en empêcher, puisqu'il ne l'exprime jamais quand il a mal, et que s'il se blesse gravement. Elle dit que ce n'est pas elle qui ne veut pas qu'il parte, mais qu'elle pourrait reporter d'1 an. Il lui dit non, car il ne supporte pas que les gens l'insultent. Surtout les grimaces dégoûtantes qu'ils font en parlant d'elle. S'il réussit son entraînement, il pense qu'elle ne sera plus traitée de la sorte. Elle sourit, disant qu'elle est sûre qu'il se demande pourquoi les gens les traitent si mal, puis elle explique qu'elle est tombée amoureuse de son père au cours d'une mission, mais qu'il était difficile d'être avec lui, parce qu'il était un chevalier normal. Elle a donc détruit son noyau et ses circuits, et a quitté la famille. Elle lui dit ensuite qu'il avait aussi une grande sœur de 2 ans, son aînée, qui s'appelait Sia. Mais ils sont tombés dans une embuscade, son père n'était pas très fort et elle était enceinte. Il ne pouvait donc rien faire, mais son père a engagé des gardes pour les protéger, mais ils étaient manifestement mauvais puisqu'ils sont arrivés bien trop tard. Son père et sa sœur ont été sauvagement assassinés. Elle ne savait pas quoi faire d'autre que de retourner dans sa famille, ce qui explique qu'elle soit si maltraitée, mais elle ne peut rien faire tenant compte des circonstances. Il pense qu'elle est égoïste, qu'elle s'est débarrassée de ses responsabilités au nom de l'amour, et qu'elle est revenue en rampant de nouveau vers sa famille. Il comprend pourquoi il la traite si mal maintenant, mais elle est la première personne à lui montrer de l'affection, même si elle est égoïste. Elle est la seule mère qu'il ait jamais eue. Il lui demande si elle regrette ses choix, elle répond que non, car elle a vécu comme si elle était invisible dans la famille, mais après son départ, elle s'est sentie comme une vraie personne. Elle était heureuse à l'époque, et elle l'est encore aujourd'hui. Elle s'excuse d'avoir été une mauvaise mère. Il lui dit qu'il va bien et qu'elle ne doit pas s'inquiéter. Il sourit en la regardant et lui dit qu'il se vengera après l'avoir aidée à retrouver sa place dans la famille. Elle se met à pleurer et à brailler comme un bébé. Un peu plus tard, il dit qu'il a été difficile de la rassurer. Il faut qu'il vérifie le ADF et qu'il dorme, car il n'a pas beaucoup de temps avant l'entraînement. Il commence à le vérifier, disant qu'il tourne plus vite maintenant qu'il est une 3 étoiles, puis se demande comment seront les niveaux suivants.
Une aura bleue commence à apparaître devant lui, et commence à parler en disant que c'est enfin le moment, et que sa rage les a atteints, et il se présente comme Urat le second seigneur du royaume des démons. Lan est confus, et nous voyons que son trait de caractère caché est dévoilé, et qu'il s'agit de la rage. Urat dit que s'il sacrifie son âme et son corps, il se rendra compte que Lan n'est qu'un enfant. Lan lui demande qui il est, et Urat lui répond qu'il veut apprendre la même chose à propos de Lan et que la rage qu'il a ressentie n'est pas une émotion qu'un enfant peut ressentir. Il remarque alors quelque chose, disant que ce n'est pas grave, que c'était vraiment sa rage et qu'il la cachait juste au fond de lui. Urat lui demande alors de lui donner son corps et son âme, puis il l'aidera à obtenir la vengeance qu'il désire. Lan se demande si c'est la rage qu'il ressent envers Derut, puis dit qu'il n'a pas besoin de l'aide de Urat, car il le fera lui-même. Il ne veut pas de l'aide de quelqu'un d'autre. Urat dit qu'il a mal compris quelque chose, car il ne s'agit pas d'une négociation. La décision est déjà prise, et il commence à grossir sur Lan, qui commence à ressentir un froid intense. Urat dit qu'il n'a qu'à abandonner son corps, et plonge sur lui. Alors qu'il se rapproche de Lan, il commence à couvrir la pièce d'une aura bleue, gelant même l'eau. Lan dit qu'il a l'impression que son esprit est en train de geler, puis Urat commence à prendre l'apparence de Derut, disant de laisser la rage couler, et que même s'il est un dieu, il mourra. Lan dit qu'il endure grâce à son attribut d'eau, mais ce n'est pas seulement le froid. Urat stimule constamment sa rage intérieure, puis il murmure à l'oreille de Lan qu'il s'agit de Derut. Lan dit qu'il ne sait pas ce que Urat ferait si on lui donnait le corps, et qu'il ne peut donc pas laisser cette possibilité se concrétiser. Urat dit que c'est plus facile à accepter, et qu'il n'y a pas de raison de s'accrocher, il veut minimiser les dégâts puisqu'il va utiliser son corps, mais il ne lui laisse pas le choix. Il va l'avaler tout entier sans attendre. Lan dit que son corps a l'impression de se briser et qu'il ne peut pas tenir plus longtemps, qu'à ce rythme, il va mourir. Il remarque alors quelque chose, et se dit que s'il peut supporter le froid grâce à son attribut d'eau, alors il peut atténuer la douleur grâce à son ADF. C'est la seule option qu'il a pour survivre actuellement, il commence à la canaliser et Urat commence à devenir nerveux alors qu'il est combattu. Il se demande comment c'est possible, même s'il vient de se réveiller, cela n'a aucun sens. Lan lui dit fermement qu'il se vengera tout seul et qu'il ne laissera pas un fantôme utiliser son corps. Urat est furieux d'avoir été pris en flagrant délit, disant qu'il était un seigneur démoniaque. Lan commence à le narguer en lui disant qu'il suppose que ça ne veut rien dire, vu qu'il ne peut pas le battre. Il se souvient que Urat lui a dit qu'il venait de s'éveiller, et que c'est donc pour cela qu'il ne peut pas utiliser toute sa puissance. Il remarque alors que la fenêtre d'état apparaît, indiquant que de nouvelles capacités ont été débloquées. Urat dit que c'est sa fenêtre, alors pourquoi Lan est celui qui la reçoit? Lan lui demande ce qu'il veut dire et Urat explique que c'est lui qui a créé le système, alors pourquoi est-il avec lui? Lan demande pourquoi il l'a créé et Urat répond qu'il ne dira rien. Mais Lan comprend que c'est pour mesurer les progrès, et Urat est surpris. Lan le transperce d'un coup de poing et dit qu'il l'a frappé avec du mana au cas où. Mais il assure qu'il n'a pas de forme physique, puisque personne n'est entré malgré le vacarme. Comme il est probablement le seul à pouvoir le voir, il éloigne Urat, jusqu'à ce qu'il en dise assez. Il vole ensuite vers Lan et se transforme en bracelet de fleurs à son poignet. Urat dit qu'il n'y a pas longtemps que son sceau a été levé, mais qu'une fois qu'il aura retrouvé son pouvoir, ce sera la fin pour lui. Lan dit qu'il veut se débarrasser de lui au plus vite, mais que cela pourrait aussi supprimer le système, et qui sait ce qu'il ferait à Sylvia. Il va donc le garder près de lui et le restreindre pour qu'il puisse grandir plus vite. Puis il demande pourquoi il est un bracelet de fleurs, et Urat dit qu'il faut respecter ses préférences. Lan est d'accord. Le lendemain, nous voyons Hélène réconforter Sylvia. Lan descend les escaliers et annonce qu'il est prêt et qu'il va se rendre à la salle d'entraînement. Ils lui disent de ne pas se surpasser et il leur répond qu'il sera prudent. Hélène demande à Sylvia si elle va le renvoyer avec un visage aussi triste. Elle dit à Lan qu'elle croit en lui, il lui dit de ne pas s'inquiéter et qu'il abandonnera si c'est trop difficile. Il le salue et s'en va. Sylvia se demande s'il va s'en sortir, car même s'il va beaucoup mieux, il est toujours malade. Hélène lui dit que Lémur est le plus perspicace de tous les Yegardes et qu'elle est sûre qu'il s'en sortira. Nous voyons qu'elle pleurait encore en le voyant partir, il lui rappelle qu'il s'enfuira si la situation devient difficile, elle décide de lui faire confiance. Elle prie pour qu'il revienne indemne et s'en va. Au centre de formation, nous voyons beaucoup d'enfants. Lan confirme cela. En effet, il n'y a pas que la famille Yegarde, mais aussi d'autres étudiants venus de l'extérieur. D'après Hélène, il y a beaucoup de monde cette année, c'est pourquoi la 6e salle apporte également son aide. On voit des gamins le dénigrer, le qualifier de honteux, et même s'en prendre au bracelet de Urat. Urat dit qu'il va leur arracher les yeux. Lan dit qu'au lieu de parler dans le dos des gens, ils doivent le faire en face à face. Ils disent que quelqu'un de la lignée indirecte ne devrait pas parler, et il dit qu'ils ne le sont pas non plus, alors pourquoi j'appelle, et que le ton qu'ils utilisent est pour ceux qui sont en dessous d'eux. L'un d'eux saisit son col et prépare son poing, et Lan est prêt à répliquer. Un autre enfant dit d'arrêter, c'est l'enfant Buran de tout à l'heure qui dit que les étrangers font honte au nom de la famille. Il recule par peur, et Buran dit à Lan d'apprendre où se trouve sa place. Il n'est rien de plus que de la poussière,
alors s'il ne veut pas être mis à la porte, qu'il reste à bas profil. À l'époque, attirer l'attention de Glenn n'était qu'une question de chance, et il a utilisé la situation à son avantage, et un perdant échouera à l'entraînement. Il dit à Lan que s'il ne se comporte pas bien, il doit partir puisqu'il ne passera pas. Lan dit qu'il aime bien débiter des conneries, puis lui demande ce qu'il est, disant que la seule chose qu'il a est une lignée directe, alors de quel droit il lui parle. Buran se met en colère, puis les murs ouvrent la porte à coups de pied alors qu'ils vont parler, et il dit qu'ils se disputent déjà. Lan reconnaît les murs et dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'ils soient là. Buran fait claquer sa langue et quitte. Les murs se présentent alors à tous, il dit qu'il a entendu dire qu'il y a 160 personnes, et que c'est beaucoup trop. Il va donc réduire le nombre de personnes à un quart. Les élèves commencent à avoir peur, Orad dit qu'il va arracher les oreilles de l'elfe, et les murs dit que sa parole ici est la loi, que s'ils ont un problème, ils peuvent en parler à Glenn. Puis il leur demande ce qu'ils attendent et de s'enfuir. Quelques-uns des jeunes se défilent mentalement, puis ils commencent à tirer sur leurs joues. Orad demande à Lan pourquoi il court tout au fond, il répond que ce n'est pas une compétition et qu'il n'y a pas besoin de passer devant ces gars. Il dit que les murs regardent le potentiel et le tempérament des autres, et que le gagnant du test est celui qui persévère jusqu'à la fin. Nous voyons Sœur Buran et Lady Runan à l'avant, les gens qui nous regardent disent que si tout le monde est rapide, eux le sont particulièrement. Ils n'ont que 12 ans, et pourtant ils ont déjà atteint le niveau que j'ai peur de voir à l'avenir. Ils voient ensuite Lan, épuisé à l'arrière, mais disent qu'il est malade et qu'il est étonnant qu'il puisse supporter autant de choses. Les murs commencent à sourire, disant que c'est intéressant, car il n'a jamais vu quelqu'un comme ça auparavant. Il explique qu'il pensait que les humains dont il ne pouvait pas calculer les talents étaient les plus forts du continent, car il ne pouvait pas voir la profondeur de leur pouvoir. Il peut voir l'avenir de la plupart des enfants, mais Lan, lui, ne sent rien. Ce qui signifie qu'il est plus fort que lui, et hors de sa portée. Les enfants de tout à l'heure disent que c'est drôle que l'arrogant soit à la dernière place, qu'il va bientôt être recalé. Lan dit qu'il n'en est pas question, qu'ils ne font que courir alors que c'est censé être un entraînement. Il explique que dans sa vie passée, il courait comme un diable pour échapper aux bêtes. C'est beaucoup trop facile. Il continue à courir, les murs se demandent comment il fait pour courir puisque son endurance est épuisée depuis longtemps, elle a dépassé les limites de la détermination à ce stade. Il se demande s'il a la même mentalité que les gens qui se sont entraînés au bord de la mort. Buran se retourne et voit Lan juste derrière lui. Il se demande comment il peut courir alors qu'il est censé être malade. Il se souvient avoir entendu les médecins parler de la santé de Lan, et dit que c'est ennuyeux. Puis il commence à utiliser son aura, en disant qu'il va lui montrer à quel point il va mieux. Il prend rapidement la première place, ce qui surprend Lan, mais Runan ne semble pas déconcerté. Lan dit qu'il n'est encore qu'un enfant, mais que Runan est plus mature que lui. De toute façon, ce n'est pas une compétition, c'est une quête secondaire pour combattre son propre mental. Au bout d'un moment, la plupart des enfants sont épuisés et ils se demandent comment Lan peut encore courir, s'il n'est pas fatigué. Lan répond que c'est absurde, car il a l'impression d'être sur le point de mourir. Il a l'impression que son cœur est sur le point de s'effondrer à tout moment, mais il utilise le ADF pour tirer le meilleur parti de son endurance. Au moins, il s'améliore rapidement, et il doit l'activer à fond pour en ressentir les effets. Alors qu'il est heureux, Orad dit qu'il est pitoyable que son futur vaisseau soit dans un tel état. Puis il lui demande de lui remettre son corps. Lan dit que ce n'est pas le moment, et Orad dit qu'il va tout geler, puis il attaque Lan. Il ressent une vive douleur dans son corps. Il serre les dents, disant qu'il doit endurer la prise de contrôle de son esprit, et qu'il doit faire comme si de rien n'était. Il dit à Orad d'arrêter, car cela ne marchera pas sur lui. Orad dit que personne ne peut résister à sa rage, puis il dit qu'il faut voir combien de temps il peut endurer. Lan dit qu'il doit endurer, car s'il montre la moindre faiblesse, Orad l'avalera tout entier. Orad commence à commenter, mais Lan dit qu'il se sent sur le point de mourir et que son corps ne l'écoute pas, que sa vision commence à se brouiller et qu'il commence à perdre sa respiration. Il se demande si c'est sa limite, puis Lémur dit que c'est suffisant. Lan commence à halter et Runan le regarde fixement. Orad demande comment il a résisté, et Lan répond qu'il l'avait prévenu que ça ne marcherait pas. Mais il est heureux que cela ait augmenté sa force de réaction et sa force physique. Une fenêtre apparaît, indiquant qu'il a reçu de l'expérience, et Orad demande comment c'est possible, disant que c'est stupide. Lémur félicite tout le monde, puis dit que ce qu'il a dit avant le test n'était qu'un mensonge pour motiver tout le monde. Mais s'ils obtiennent les mêmes résultats qu'aujourd'hui, ils échoueront. Sur les 160 participants d'aujourd'hui, un seul a couru jusqu'au bout, certains ont utilisé l'aura pour tricher, alors qu'ils se moquent de la façon dont ils le font, puisque ce sont eux qui passent le test. Mais s'ils font ce qu'il dit, ils n'échoueront pas au test. Il dit qu'il leur suffit maintenant de passer le test dans 6 mois pour devenir des stagiaires officiels. Il choisira les meilleurs stagiaires, mais il ne les classera pas. Il dit qu'ils peuvent maintenant aller dans leur dortoir et visiter le centre d'entraînement. Nous voyons Lémur aller dans les bois et tomber sur Glenn. Il lui dit qu'il fait la sieste et Glenn lui demande ce qui se passe. Lémur dit qu'il a vu le test lui-même, alors pourquoi demander, et il sait à quel point ses yeux sont bons,
et Runan et Buran sont doués, mais ils le savaient. Certains des autres enfants aussi, mais ils ne sentent rien lorsqu'ils regardent Lan. C'est la première fois après Glenn qu'il n'est pas capable de sentir quelque chose. Et sa vie a été ennuyeuse depuis que son noyau a été détruit, mais maintenant elle est intéressante. Glenn lui dit qu'il a choisi d'être instructeur, alors n'oublie pas ses devoirs. Il dit que bien sûr, puisqu'il pense avoir trouvé quelqu'un à qui il peut laisser son avenir. Glenn dit que c'est une coïncidence puisque Lan ne peut pas devenir un artiste martial. Lémur sourit en disant qu'il sait aussi que ce n'est pas une coïncidence. Lan dit que puisque c'est fini, il va se rendre au centre d'entraînement. Horat dit qu'il ne sait pas quand s'arrêter. Les autres enfants le regardent avec un pur dédain. Ils discutent entre eux, disant que c'est impossible, qu'il n'a pas pu tenir aussi longtemps et qu'il a sûrement triché. Nous apprenons que l'un des enfants s'appelle Crâne, qui suggère qu'il a pris une sorte de médicament miracle, et qu'il a entendu dire que le saint des Haillons lui en avait donné un il y a longtemps. Crâne dit qu'après cette performance, ils doivent lui donner une leçon. Nous voyons Lan se faire jeter dans un arbre et demander pourquoi ils font cela. L'un des enfants, pris au hasard, lui reproche d'avoir triché avec un médicament miracle, et son fils le soutient. Il dit qu'il utilise de sales tours. Ils lui disent de ne pas avoir peur, qu'ils sont juste là pour parler. Crâne lui dit que ce genre de choses arrive souvent. Puis il va frapper Lan, et Horat lui demande s'il va accepter cette merde. Lan frappe alors Crâne au visage. Il surprend les autres enfants, et même Horat. Lan dit que s'ils veulent juste parler, parlons-en. Un autre enfant du groupe de Crâne lui donne un coup de poing qu'il bloque et lui donne un coup de pied dans l'estomac. L'autre gamin lui demande ce qu'il fait, puis se fait frapper au visage à son tour. Et alors que Crâne est à terre, il lui donne un nouveau coup de pied. Horat dit qu'il se débrouille bien et que c'était amusant à regarder. Puis il revient à la charge et frappe à nouveau l'autre enfant au visage. Ils tombent sur le sol et se plaignent, et Crâne s'excuse. Mais Lan se met les pieds sur les mains et dit qu'avant d'arrêter, il a une chose à demander. Il demande si les masques Buran sont ceux qui les ont poussés à faire ça. Crâne répond que non, et qu'ils l'ont fait à l'insu de Buran. Il dit que c'est inattendu, il pensait qu'il le détestait. Mais il suppose qu'il n'est pas si loin, il dit d'accord, il suppose qu'il ne va pas parler aux autres de leur conversation. Lan s'accroche à ses cheveux et lui dit qu'il ferait mieux de l'éviter s'il ne veut pas avoir une autre conversation. Crâne dit qu'il ne marchera même pas sur son ombre et s'excuse. Lan lui répond que s'il a compris, qu'il aille se faire foutre. Nous voyons les murs regarder cela, souriant en arrière-plan. Il dit que c'était agréable de regarder ça, que c'était comme voir un jeune Glenn. Nous voyons que Horat est satisfait de ses actions et qu'il a augmenté son agilité, mais Horat n'y comprend rien. Lan dit que c'est lui qui l'a créé. Horat dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'on le lui enlève. Et qu'il ne fait que le lui voler. Lan répond que oui et Horat lui demande de faire preuve de gratitude. Puis il lui fait une proposition et lui dit qu'il aimerait parier sur quelque chose. S'il gagne, il lui donnera toute l'exp, et s'il perd, il acceptera sa rage. Nous voyons que c'est pour qu'il passe en tant que meilleur stagiaire, et que s'il gagne, il aura une option de trait, et il pose des questions à ce sujet. Horat lui répond qu'il recevra l'un de ces traits. Lan demande alors quelle est la pénalité de rage. Et Horat dit qu'il prendra juste un peu de sa rage, et que même si ce n'est pas beaucoup, avec assez, il ne sera plus capable de se contrôler. Lan reconnaît ce qu'il vise, et dit qu'il se comporte comme d'habitude. Il ne croit pas qu'il ment. De plus, les récompenses en cas de victoire sont bien plus importantes que les risques, il accepte alors le pari et Horat dit que c'est un bon choix. Il dit que s'il utilise sa vie passée, il ne perdra pas. Le lendemain, les enfants sont tous épuisés et Lémur explique que la posture du cheval est la base de tous les arts martiaux et qu'il ne les oblige pas à rester dans cette position, puisque c'est eux qui passent le test, pas lui. Ils commencent à se plaindre, demandant en quoi cela les aide à manier l'épée. Buran leur dit d'arrêter de se plaindre et qu'ils peuvent aller s'entraîner à l'épée. Lan les regarde partir, Horat lui demande s'il va se joindre à eux pour s'entraîner à l'épée et Lan lui répond que ce n'est pas la peine car c'est une perte de temps de s'entraîner à l'épée si l'on n'a pas appris les bases. Et ce dont il a besoin maintenant, ce n'est pas d'une épée, mais d'une force physique de base. Son corps est plus faible que les autres à cause de la malédiction du froid glacial, et les bases sont les plus importantes, puisqu'elles permettront de construire une fondation solide, il n'a pas besoin de se sentir pressé. Il va donc se concentrer sur son corps pour l'instant, et nous voyons que pendant qu'il fait quelques exercices, Runan l'observe de loin. Elle lui explique que le poids qu'il soulève augmente de jour en jour, et même s'il est évident que l'on peut s'améliorer de jour en jour, le fait que le poids augmente de jour en jour n'a pas de sens. Elle se demande ensuite s'il n'a pas une aptitude différente à l'entraînement, puis se demande comment il peut être aussi constant. Elle commence à s'approcher d'eux, disant qu'il y a quelque chose chez lui, elle se tient devant lui, puis il lui demande ce qu'elle fait ici. Mais elle se contente de le fixer du regard. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, commentez One Piece pour me le faire savoir. Abonnez-vous pour plus de contenu, laissez un like ou un commentaire pour aider la chaîne, merci de regarder.